Donc, nouvelle vidéo sur la correction des exercices sur les champs ce coup-ci. Alors, c'est dans le même chapitre que interaction et force. Voilà, donc on avait corrigé ensemble le 11. Alors, le 12, page 185. Alors, le 12. Donc, d'abord des exercices assez simples, après on complique un peu. Donc, alors, nous avons une masse grand M, deux corps A et B. Alors, il n'est pas dit qu'ils ont une masse, mais ça paraît quand même relativement logique. Identifier le champ représenté sur le schéma ci-dessus. Alors attention, on parle de champ maintenant. Donc, vu qu'on parle de masse, c'est forcément, ça fait référence à la force gravitationnelle, donc au champ gravitationnel. Voilà, champ gravitationnel lié à la masse des corps. Expliquer pourquoi le vecteur représentant le champ en A est plus long que le vecteur représenté en B. Alors, je vais faire peut-être plus que ce qui est demandé dans la question. Donc, j'ai reproduit ici le schéma. J'ai mis deux vecteurs unitaires U1 et U2. Voilà, alors ça, ils vous seront sûrement proposés dans un exercice. Donc là, je vais un petit peu plus loin que la réponse à la simple question. Hein. Voilà, donc, alors, le vecteur unitaire U2 il est dirigé de B vers la masse grand M en passant par le centre. Pareil pour U1, vecteur unitaire. Je vous rappelle, vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Norme de U1 égale norme de U2 égale 1. Bon, je vais au plus simple. Alors, je vais donner l'expression de la force gravitationnelle exercée par grand M sur la masse MA. Attention là, je vais donner l'expression vectorielle. Donc, la force gravitationnelle exercée par la masse grand M sur la masse MA. Donc, la masse MA est subie de la part de la masse grand M une force gravitationnelle qui l'attire vers la masse grand M. Donc, en fait, ce vecteur force là, gravitationnel, il est dirigé suivant le vecteur et la même direction et même sens que le vecteur unitaire petit u1. Donc ça sera plus quelque chose vecteur u1. Même direction, la force, vecteur force a même direction et même sens que le vecteur u1. Donc plus vecteur u1. Et ce qu'il y a devant, c'est la norme de la force. Donc G fois la masse des deux corps sur la distance au carré. J'ai appelé petit d cette distance entre les deux centres. Voilà. Là, mon but, c'est de parler en termes de champ gravitationnel. Mais pour définir le champ gravitationnel, il faut que je revienne à la notion de force gravitationnelle. Donc, je vous rappelle, c'est comme ça qu'il faut s'en rappeler. Le champ gravitationnel, attention, créé par la masse grand M au point A. Bien sûr, il faut être aussi précis que ça. Le champ gravitationnel créé par la masse grand M au point A. Mais c'est la force gravitationnelle exercée par la masse grand M au point A, divisée par la masse de celle qui subit la force, c'est-à-dire M1. Alors, soit vous vous rappelez de ça, et du coup, vous en déduisez donc l'expression du vecteur champ gravitationnel ici, soit vous retenez par cœur que la norme du champ gravitationnel, c'est grand G fois la masse de celui qui crée le champ, c'est-à-dire grand M, sur la distance au carré. Attention, on parle du champ gravitationnel au point A. Donc la distance à considérer, c'est celle petit d là, c'est celle-là. Hein. On parle du champ gravitationnel créé par un corps en un point, donc créé par grand M au point A. Et pour trouver le vecteur, pour trouver comment est dirigé le champ gravitationnel est dirigé comme le vecteur force gravitationnelle. Hein. On a déjà vu ça. Donc vers la masse grand M. La masse grand M est créée des lignes de champ gravitationnel dirigées, donc qui passent par son centre et dirigées vers la masse grand M. Si je fais la même chose pour la force gravitationnelle exercée par M sur la masse petit mb. Alors attention là, vous voyez que la force, alors je vais effacer un petit peu là pour faire un petit peu de place. Hein.
La force gravitationnelle exercée par grand M sur la masse MB, elle est attractive, elle est comme ça. Elle n'a pas la même direction et le même sens que celle exercée sur la masse MA. C'est normal, les points A et B sont pas au même endroit. Donc la force gravitationnelle elle change de direction suivant la position du corps qui subit la force. Donc là, vous voyez à quoi il sert le vecteur unitaire U2. Il sert à trouver la direction et le sens de la force gravitationnelle sur la masse MB. Puisque si on fait un raisonnement analogue à ce que j'ai dit sur la masse MA, ben sur la masse MB, la force gravitationnelle exercée par grand M sur la masse MB, elle est dirigée vers grand M. Donc FG et U2 en même direction, même sens. Donc ça sera plus quelque chose, vecteur U2. C'était censé être une parenthèse. Plus quelque chose, vecteur U2. Et le plus quelque chose, c'est la norme. Attention, la distance n'est pas la même non plus. Grand D. M et B ne sont pas la même distance que M et A. Petit d, grand D. Donc pour trouver le champ gravitationnel exercé par grand M au point B, exercé par grand M en B au point B. Donc je divise la force gravitationnelle, attention, celle-là, ça là. J'oublie celle en MA, c'est plus la même. Et je divise par la masse qui subit la force. Donc je divise ce que je viens de dire, là, tout ça là. Je divise par MB. Et je trouve l'expression du champ gravitationnel. Donc ça, c'est l'expression vectorielle. Donc là, ici, j'avais encadré juste la norme. Donc là, c'est l'expression vectorielle, pardon. Expression vectorielle. Donc attention, on voit que le champ gravitationnel en A et en B, c'est pas le même. Qu'est-ce qui change? Mais la distance. Je vais prendre une autre couleur. La distance n'est plus la même, puisque MA et MB ne sont pas la même distance. Et ce qui change aussi, c'est la direction du champ. C'est plus le même vecteur unitaire. Donc, si je voulais représenter là juste les champs, donc le champ gravitationnel, tac, il faut juste que je fasse attention à la longueur des vecteurs. Donc le champ gravitationnel créé par grand M au point B. Alors, est-ce qu'il sera plus grand ou plus petit que celui créé en A? Eh bien, ça dépend de la distance en fait. G et M, ce sont les mêmes. C'est la même masse qui crée le champ. Par contre, la distance n'est pas la même. Grand D est plus grand que petit d, donc le champ en B est plus petit. Donc là, il faut que je fasse avec un point, un champ. Alors, on s'en fiche. Alors, surtout, il ne faut pas s'arrêter là, ça n'a rien à voir. Le vecteur, la longueur du vecteur, elle peut dépasser grand M, peu importe. Ça dépend de l'échelle que j'ai choisie. Moi, là, je n'ai pas choisi d'échelle, justement. J'ai fait un peu sans souci d'échelle. Ce qui est sûr, c'est que le vecteur GA doit être plus grand que GB, là. Ça, c'est sûr. Encore une fois, parce que la distance, petit d est plus petite que grand D. Donc, si petit d est plus petit, le champ gravitationnel est plus grand. Voilà, c'est ce que je mets tout ça dans la remarque. La valeur du champ gravitationnel créé par la masse ne dépend pas de la masse qui subit le champ. C'est ça l'intérêt de créer la notion de champ. Dans l'expression de G, intervient juste la masse qui crée le champ, pas celle qui l'a subi. Donc la notion de champ, c'est plus général que la notion de force gravitationnelle. Dépend de la distance, ne dépend pas de la masse qui subit le champ, mais dépend de la masse qui crée le champ dépend de la distance entre la masse qui crée le champ et celle qui l'a subi, donc ça dépend de la distance. Voilà. Et attention, la direction du champ gravitationnel change en fonction de la position de l'objet. La direction, GB et GA, ce n'est pas la même. Voilà, donc ça va se recouper avec ce qu'on a vu en cours, voilà, ou en activité. Voilà, c'est ce que je disais, la distance donc, a une influence sur la norme du champ, sur la valeur du champ gravitationnel, sur la norme. Donc on répond à la question. La question, c'était très précisément, expliquer pourquoi le vecteur représentant le champ A est plus long que le vecteur représenté en B. Donc en A, la norme du champ est plus grand qu'en B. Voilà, je viens de l'expliquer.
Alors, le 14, page 185, le 14. Non, c'était l'autre. Alors, quelques lignes de champ électrostatique autour de l'extrémité chargée négativement, baguette. Définir une ligne de champ, reproduire le schéma et orienter les lignes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la baguette, là, ici. Là. D'accord, et là, les lignes de champ. Alors, comment je pourrais mettre en évidence expérimentalement les lignes de champ? Alors là, ça serait un petit peu compliqué parce que là, on est dans l'air, mais si vous vous rappelez qu'on a mis en évidence les lignes de champ dans un condensateur plan, on a mis 2 plaques métalliques dans de l'huile, des petits grains de semoule à l'intérieur, on a relié les plaques métalliques à un générateur de tension et les grains de semoule se sont orientés selon les lignes de champ. Voilà, pour la baguette qui se situe dans l'air, ça va être ça serait compliqué de faire la même chose, mais c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc les lignes de champ. Alors, définition, ça à savoir. Hein. Ça, il faut le savoir. En chaque point de cette ligne de champ, le vecteur champ est tangent à cette ligne. Donc, je vais prendre une autre couleur. Hein. Donc, la ligne de champ, c'est ça. Donc, il faut savoir que la ligne de champ, elle est dirigée, alors, pour simplifier, du plus vers le moins. Donc là, la baguette est chargée moins, donc les lignes de champ elles vont aller vers la charge négative. Vers la charge négative. Voilà. Ça, c'est un bon élément de... Et si je voulais représenter, alors c'est pas demandé, hein, si je voulais représenter un vecteur E, un vecteur champ électrique, ici, en ce point, en chaque point de la ligne, je pourrais représenter un vecteur E. Il faut qu'il soit tangent. Alors, je vais essayer de m'appliquer la tangente en ce point-là à la courbe. C'est pas une droite, hein, c'est une courbe. Hein. Donc je pars d'ici, alors c'est approximatif. Hein. Le vecteur E tangent en ce point. Donc c'est le vecteur E ici, au point M1. Et bien sûr, l'orientation du vecteur E et l'orientation de la ligne de champ sont liées. Hein. Si je voulais faire en ce point M2 le vecteur champ électrostatique au point M2, bah alors là, c'est une droite, on va dire, cette ligne de champ là. Alors bah là, le vecteur E, il est tangent, donc là, comme c'est une droite, la ligne de champ, et le vecteur E, il est confondu avec la ligne de champ, donc en M2. Voilà pour cet exercice très simple. Alors, ensuite, le 15, page 186. Il y a plus d'exercices sur les champs gravitationnels que sur les champs électriques, en fait. Hein. Alors, le 15, du coup, c'est sur l'autre feuille. J'agrandis. Alors, la Lune est en interaction gravitationnelle avec la Terre. Les deux corps s'attirent mutuellement. Voilà. Exprimer une distance petit d, la force exercée par la Terre sur la Lune en fonction de la masse et du champ de gravitation terrestre, donc créé par la Terre, champ de gravitation terrestre. Alors, la Lune attire la Terre aussi. Hein. Attention, la Terre attire la Lune, mais la Lune attire la Terre. Hein. Sauf que nous, comme on est sur Terre, de notre point de vue, on a l'impression qu'il n'y a que la Terre qui attire la Lune, mais la Lune attire la Terre également avec la même force. Hein. Alors, expression de la Terre sur la Lune. Je vérifie que c'est bien ça. Force exercée par la Terre sur la Lune, en fonction de ce qu'on nous demande. Donc là, on connaît la formule, hein, proportionnelle aux deux masses, masse de la Terre, masse de la Lune, sur la distance au carré, constante de proportionnalité G. Et ce qu'on nous demandait aussi, c'est d'exprimer cette force en fonction du champ gravitationnel créé par la Terre. Alors, je peux peut-être rajouter un petit T là, en rouge, ici, créé par la Terre. Donc l'expression du champ. On conseille quand même de savoir que l'expression du champ gravitationnel, alors là, attention, créé par la Terre, c'est G fois la masse de la Terre, c'est celui qui crée le champ, sur la distance au carré. Voilà, donc du coup, si ce que j'entoure en rouge, c'est le champ gravitationnel terrestre, et bien du coup, l'expression de la force, c'est la masse de celle qui subit,
fois le champ gravitationnel terrestre. Tout est cohérent avec ce qu'on a déjà dit. Et en termes de vecteurs, là ici, ça c'est sur les valeurs des forces, sur les normes des vecteurs. Et en termes vectoriels, ça donne ça. Voilà, j'ai mis ce qu'il y a à savoir là. Voilà, mais c'est en fait, j'ai déjà expliqué dans l'exercice 12 là. Voilà, ça se recoupe. Hein. Voilà, il y a quelques exercices types par chapitre. Après, c'est un peu toujours la même chose. Et après, donc, on nous demandait réduire de l'expression précédente l'unité du champ de gravitation terrestre. Alors, je suis en train de me demander ce que j'ai corrigé ça. Déduire de l'expression précédente l'unité de la valeur du champ de gravitation terrestre. Alors non, pas corriger en fait, mais je vais le faire. Alors si on regarde, en fait, il va falloir plutôt utiliser ça là. Ça sera plus simple. Cette formule encadrée en noir là pour trouver l'unité. Une force est en unité internationale, bien sûr, en newton. Ici, de la masse en kilogrammes. Donc, si je fais passer la masse de l'autre côté, l'unité de G, ça fera des newtons divisé des kilogrammes. Donc, des newtons kilogrammes moins 1. Alors, je refais parce que c'est mal représenté ça. Newton par kilogramme, donc newton fois kilogramme moins 1. Ça se retrouve facilement. Si j'avais voulu trouver l'unité là-dedans, là, à partir de l'expression encadrée entourée en rouge, là, ça aurait été un peu plus difficile. Donc en fait, il aurait voulu, ici, il vaut mieux revenir à cette expression-là, en fait, qui est la définition du champ gravitationnel, c'est la force gravitationnelle. Si je pars ici, je reviens ici, là. Donc le champ gravitationnel créé par la Terre, par définition, la définition première du champ gravitationnel, c'est la force gravitation divisée par la masse qui subit le champ, donc là, ici, la Lune. Donc là, ouais, si je transforme cette expression, ça donne ça. Voilà, la question d'après, il fallait schématiser, sans souci d'échelle, la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune et le champ terrestre existant au même point. Donc la Lune, elle subit la force gravitationnelle F de G de Terre sur la Lune, donc attractif comme ça. Le champ gravitationnel, il a la même direction, le même sens. Alors, on n'a pas la même échelle, bien sûr. Donc, la longueur du vecteur n'est pas la même. Hein. Je vous rappelle, les deux vecteurs ont la même direction, même sens, hein, parce que L, c'est positif. Hein. Masse, c'est toujours positif. Donc, en interaction gravitationnelle, le champ gravitationnel et la force gravitationnelle ont toujours même direction, même sens. On sait qu'en interaction électrique, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle peut être répulsive ou attractive. Voilà pour le 15. Le 16, on l'avait corrigé ensemble. Le 17 aussi. Il nous reste quoi? Il nous reste le 22, le 25, le 29, on l'avait fait aussi. Donc 22, 29. Alors le 22. Alors, petit texte, vous n'avez sans doute pas conscience, mais pendant que vous êtes assis en train de lire, vous attirez tout ce qui se trouve autour de vous. Mur, plafond, chat, du fait de votre petit champ de gravitation. Vous-même, vous exercez un champ de gravitation parce que vous avez une masse. Et toutes ces choses s'attirent. Sauf que voilà, le but de l'exercice est de montrer que le champ gravitationnel que vous créez autour de vous n'est pas suffisant pour que ça ait une conséquence pour que vous puissiez réellement attirer les objets. Parce que la force que vous allez créer gravitationnelle est trop faible pour que c'est une conséquence observable. Quand on parle des corps comme la Terre ou la Lune, évidemment, les masses sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Et là, le champ de gravitation aura une conséquence. Alors, donner l'expression du champ de gravitation dû à un objet de masse grand M situé à une distance, à un point de distance de petit d du centre de cet objet. Alors, je vous rappelle que le champ de gravitation, j'ai dit le 22 là, voilà. Le champ de gravitation que vous créez, qu'on note comme ça, son expression c'est constante G, grand G, fois la masse de celui qui crée sur la distance au carré. Voilà. Vaut mieux le connaître.
Je fais l'application numérique en considérant que vous avez une masse, donc c'est vous qui créez le champ, donc une masse de 60 kg pour l'exemple, et à une distance d'un exercice de 1 mètre. Un élève est assis à 1 mètre de son camarade de classe dont la masse est de 60 kg. Calculez la valeur du champ créé par la camarade de classe à l'emplacement de l'élève. Voilà, donc une petite application numérique. Et ça donne donc une valeur de champ gravitationnel très faible, 10-9 newtons par kilogramme. 2b. Calculer la valeur du champ de gravitation terrestre à un point de sa surface. En fait, pour pouvoir comparer les deux champs, en fait, le champ créé par l'élève et le champ créé par la Terre, comparer les deux valeurs. À un point de sa surface, quelle est la conséquence de ça? Je vous l'avais déjà dit, un point de la surface de la Terre, donc on est là, petit schéma là. Donc en fait, la distance entre celui qui crée et celui qui subit, c'est le rayon terrestre. Alors voilà, cette phrase, elle signifie ça. La distance, là, à considérer, c'est le rayon terrestre. Champ gravitationnel créé par la Terre en sa surface. Donc c'est constante G fois la masse de celui qui crée, donc là, la Terre, divisé par la distance au carré. Donc là, c'est le rayon de la Terre. Attention en mètres, là. Le rayon, la masse en kilogrammes. Et on fait l'application. On trouve 9,78 newtons par kilogramme. Alors, au passage, on retrouve que le résultat qu'on avait déjà vu, c'est qu'en fait, le champ de gravitation, en fait, c'est la même chose que le champ de pesanteur. Champ de gravitation terrestre. C'est un peu long, hein, mais on a le temps. La vidéo ne va pas couper. Puisque maintenant, j'ai bien compris comment, sur Zoom, on pouvait avoir vidéo sans coupure. Donc, le champ de gravitation terrestre, en fait, il est égal au champ de pesanteur, le fameux petit g là, du poids terrestre. En tout cas, en première, c'est ce qu'on assimile. Voilà. Donc, d'après les calculs, on compare 9,78 à 10-9. Donc, évidemment, le champ, on pourrait faire un rapport des deux. Hein. Celui de la Terre est beaucoup plus grand que celui créé par l'élève. Donc, le champ de gravitation est négligeable devant celui de la Terre. L'élève n'a pas d'influence sur les mouvements des corps autour de lui. Par contre, la Terre, le champ gravitationnel exercé par la Terre, hein, je lâche une pomme, la pomme tombe, dû au champ gravitationnel terrestre. Mais moi qui tiens la pomme, quand je lâche la pomme, moi je n'influe pas le mouvement de la pomme. Parce que le champ de gravitation que je crée du fait de ma masse est négligeable devant celui de la Terre. Négligeable devant, pas négligeable dans l'absolu, mais négligeable devant celui de la Terre. Alors, le 25. Le 25, donc c'est page d'après. Alors, je n'ai pas tout corrigé, mais vous avez plein d'exercices. Bon, le V3, par exemple, il n'est pas corrigé, mais et je ne l'ai pas corrigé. Bon, c'est plus à démarche expérimentale. Bon, si vous avez vraiment des questions dessus, vous pourrez y revenir. Alors, le 24, par exemple, je n'ai pas corrigé sur la feuille d'exercice, mais il est corrigé à la fin du livre. On a plein d'exercices qui sont corrigés à la fin du livre. Hein. Moi, je sais très bien que vous ne pouvez pas faire tous les exercices non plus sur chaque chapitre sur chaque chapitre. Ça va être compliqué. Alors, un trou noir, le soleil et un trou noir. Alors, l'exercice, il a deux petits documents. La Terre de masse MT, troisième planète du système solaire en termes de masse, gravite autour de la Terre à une distance de 150 millions de kilomètres. C'est ce que je vous avais dit, ça c'est quelque chose que pour la culture scientifique, c'est pas mal de retenir. 150 millions de kilomètres, ça fait 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. La masse du Soleil, donc c'est la distance Terre-Soleil. La masse du Soleil, on nous donne pas la masse de la Terre au passage. Hein. C'est bien de noter qu'on ne donne pas la masse de la Terre. Quand on lit les documents, on doit avoir déjà une première interprétation sans avoir lu les questions. Si on arrive à anticiper un petit peu les questions, c'est qu'on a vraiment bien compris le cours. Bon, alors c'est pas forcément évident de votre point de vue d'élève, parce que la première fois que vous voyez ce cours-là, j'en suis conscient.
Les trous noirs sont difficiles à détecter. Le trou noir qu'on nous propose est situé au centre de la Voie lactée. Il a une distance d de la Terre. Attention, trou noir, distance entre le trou noir et la Terre. Sa masse de qui? Du trou noir est 3,7 millions de fois plus grande que celle du Soleil. Donc, on connaît la masse du Soleil, donc on connaît la masse du trou noir. Au passage d'un trou noir, sa masse est tellement grande que même la lumière ne peut pas s'échapper. C'est pour ça qu'on qualifie le trou de noir. La lumière ne peut pas s'échapper. Donc c'est un objet excessivement massif. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Exprimer la valeur de la force gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur la Terre. Donc il faut bien considérer les deux objets en interaction. Donc là, dans la question 1, c'est Soleil-Terre. Soleil-Terre. Donc on a bien dit, force exercée qu'exerce le Soleil sur la Terre. Donc l'expression de la valeur de la force, si ça aurait été la Terre sur le Soleil, ça aurait été la même en fait, au passage. Donc c'est proportionnel à la masse des deux corps, masse de la Terre, masse du Soleil. Inversement proportionnel à la distance au carré entre la Terre et le Soleil. Voilà, cette expression-là. On demande ensuite, exprimer la valeur de cette force en fonction de la masse de la Terre et du champ gravitationnel du Soleil. Champ gravitationnel du Soleil. Alors, en fait, on a là. Champ gravitationnel du Soleil, c'est G fois la masse de celui qui crée donc le Soleil sur la distance au carré. Donc la force s'exprime en fonction du champ gravitationnel du Soleil et de la masse de la Terre. Alors on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu. Il ne faut pas se perdre, parce que là on a trois corps, on a la Terre, le Soleil et le trou noir. Dans un premier temps, on ne parle dans les deux premières questions que de la Terre et du Soleil. Bon. Troisième question. Déduire des deux questions précédentes l'expression de la valeur du champ gravitationnel du Soleil au niveau de la Terre. Évidemment, on peut faire un calcul du champ de gravitation si on connaît la distance et celui qui crée le champ. Donc, celui qui crée le champ, c'est le Soleil, on a la masse. La distance sur la Terre, donc distance Terre-Soleil. On met tout en unité internationale et on constate que le champ de gravitation créé par le Soleil au voisinage de la Terre, est de à peu près 10.3, 6, 10.3, 5,9, 10.3. Attention, ne comparez pas avec le 9,8 newton, enfin, ne comparez pas. Le 9,8 newton par kilogramme, ce n'est pas du tout la même chose. Le 9,8 newton par kilogramme, c'est le champ de gravitation de la Terre en son voisinage. Là, c'est le champ de gravitation du Soleil au voisinage de la Terre. Bon, justement, on pourra les comparer en fait. Mais il faut bien savoir que 9,8 c'est créé par la Terre, champ de gravitation, et là c'est créé par le Soleil. Alors, déduire des deux questions précédentes. Hein. Calculer cette valeur, je crois que je viens de le faire, oui, c'est ça. On vient de le faire, on a la question 4 en fait. Par analogie, exprimer puis calculer la valeur du champ de gravitation du trou noir au niveau de la Terre. Donc, créé par le trou noir au voisinage de la Terre. Créé par le trou noir au voisinage de la Terre. Donc, GA, c'est le nom du trou noir. C'est comme ça qu'on le nomme. Donc, créé par le trou noir qui a une masse grand M, qui se situe à la distance petit d de la Terre. Donc, c'est entre le trou noir et la Terre. Voilà, trou noir entre A et T, le trou noir et la Terre. La distance, on l'appelle petit d. Si vous appelez toutes les distances petit d, on ne comprend plus rien du tout. Hein. Tout à l'heure, distance Terre-Soleil, on a appelé DTS. Et le TS, il a l'air de rien, hein, mais il est super important pour le distinguer du petit d tout seul. Ce n'est pas la même distance. C'est la distance Terre-trou noir, ici. Alors, comment on fait ça? La masse du trou noir, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle est 3,7 millions de fois plus grande que la masse du Soleil. Donc, on connaît la masse du Soleil. Ça, 2,0 fois 10 puissance 3 kg, c'est donné. Et on applique un facteur multiplicatif de 3,7 millions, c'est-à-dire 3,7 fois 10 puissance 6. G, on connaît. La distance Terre-trou noir, on connaît en mètres, attention. Et on obtient de l'ordre de 10,15 newtons par kilogramme. Voilà, il y a un A là.
Et dans la dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? Montre à l'aide d'une comparaison que ce trou noir ne perturbe pas le mouvement de la Terre. Mais le champ de gravitation, il est tellement faible, en fait, créé par le trou noir, attention, hein, tellement faible qu'il n'aura pas d'influence. Si je le compare avec le champ de gravitation créé par le Soleil, GS, voisinage de la Terre. Donc GA, voisinage de la Terre, GS, Soleil, voisinage de la Terre, trou noir, voisinage de la Terre. Celui du Soleil est 10 puissance 12 fois plus grand. 10 puissance 12 fois plus grand, ça fait 1000 milliards de fois plus grand. Donc, le Soleil a une influence sur la Terre, dans son mouvement, est encore assez faible. Une influence. Le Soleil a une influence sur le mouvement de la Terre. Par contre, le trou noir, dont le champ de gravitation est 10 puissance 12 fois plus faible que celui du Soleil, n'a pas du tout d'influence. Il ne perturbe pas le mouvement de la Terre. Voilà. Et le 29, on l'a fait. Donc voilà pour cette vidéo sur la correction des exercices sur les champs. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Mais il y aura peut-être quand même des questions dessus. Allez, à plus tard.